Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webcast de l'IMO, le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui veulent prendre une longueur d'avance. Donc à chaque épisode, comme d'habitude, j'ai un nouvel expert du secteur, agent, coach, innovateur, start-upper, aujourd'hui président. Un président aujourd'hui avec moi et qui va donc vous donner un maximum de conseils. On va croiser la data Le Bon Coin Terrain, donc que ce soit la data de nos utilisateurs ou la data des professionnels de l'immobilier, avec l'expertise de mon invité. Alors, notre invité du jour, Olivier Dusselier, aujourd'hui avec moi, qui est spécialiste reconnu du diagnostic immobilier et de la performance énergétique des bâtiments. Donc depuis plus de 20 ans, il accompagne les évolutions de la profession en aidant les acteurs de l'immobilier à mieux comprendre les enjeux techniques et réglementaires, donc notamment autour du DPE et de la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, donc directeur du développement chez LDI Diagnostic, il est également l'auteur du livre « Réussir sa rénovation énergétique » dans laquelle il partage les clés très concrètes pour mieux comprendre le DPE et accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. Et enfin, évidemment, tu es aussi fondateur de la Fédération nationale des diagnostiqueurs français, donc qui compte à peu près 2500 membres, donc félicitations pour ça. Et donc c'est un vrai bonheur de t'avoir avec nous aujourd'hui, Olivier, sur le webcast de l'IMO. Bienvenue. Merci Julien. Bonjour à tous. J'ai pas montré le livre avant, mais voilà, Réussir sa rénovation énergétique. Tu as aussi sorti un guide, je crois. Un guide des diagnostics. Il y a deux guides sur... c'est des petits dépliants de poche, ouais, que beaucoup de pros achètent d'ailleurs. Ça leur rappelle un peu quel diagnostic ils doivent faire. Okay. Et puis aussi les principales anomalies. C'est un tout petit dépliant de poche qu'on vend à la Fnac, à Amazon. Ok, bah on mettra, tu sais, à la fin du webcast, on va co-construire un document ensemble et on pourra le mettre à la fin en lien pour que les professionnels puissent aller le télécharger ou aller l'acheter sur Amazon. Ouais. Génial. Donc, pour te donner un peu de contexte, comment est-ce que j'ai créé mes questions aujourd'hui? C'est avec une étude auprès des utilisateurs de Le Bon Coin Immo, donc les personnes qui vont chercher un bien, une maison, un appartement sur notre plateforme. Et on leur a donné tout un tas de questions autour de la rénovation énergétique et du DPE. Donc, ils étaient 8000, à peu près 5-6 000 répondants. Donc, c'est assez représentatif quand même. Et donc ma première question, pour pouvoir contextualiser, est-ce que tu peux nous redire un peu les bases du DPE? On entend souvent on va faire le DPE et les autres, en parlant de diagnostics divers et variés. Est-ce que tu peux recontextualiser qu'est-ce qu'inclut le DPE? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact du DPE pour le grand public, donc les vendeurs ne sont pas habitués à faire les diagnostics. Et en gros, aujourd'hui, tout est axé sur le DPE. Donc, quand ils appellent un cabinet de diagnostic, ils leur disent toujours « je voudrais un DPE ». Et les autres? Mais les autres quoi? Les autres, c'est l'amiante, c'est quand même pas négligeable, l'électricité, le gaz, la loi Carrez, les termites comme à Paris. Donc, il y a quand même 8 documents, les risques naturels. Et donc, les gens ont carrément oublié et zappé. Alors, même à Paris, puisqu'on est dans des logements où la Carrez a son impact quand même sur la surface, eh bien ça passe même en deuxième. C'est vraiment le DPE qui les fait flipper. Alors qu'à Paris, eh bien, quand on est en copropriété, on n'a pas tellement de levier, puisqu'on n'est pas sur l'immeuble, on ne peut pas faire grand-chose. Donc la logique serait d'abord la Carrez avant le DPE. Mais aujourd'hui, on a un peu dévié. Ok, et le vendeur aussi a la possibilité de faire lui-même le métrage de son appartement, c'est ça? Alors, ça c'est... Mais c'est la théorie. Alors, non, c'est la loi. Donc, la loi Carrez, au départ, avait le droit que le particulier avait le droit de certifier sa Carrez. Il a le droit de mesurer, et on lui a fait grâce d'un delta de 5% d'erreur. C'est pas mal. C'était pas mal. Sauf qu'on a complètement dévié, et qu'aujourd'hui, on ne fait appel qu'à des professionnels. Bien que là, ça soit toujours transcrit dans la loi, les notaires n'acceptent pas qu'un particulier... il ne veut pas prendre le risque, valide sa propre Carrez. Mais on a le droit de valider sa Carrez. Ils passeront par diagnostiqueur. Ils veulent parce que le diagnostiqueur a l'avantage, c'est qu'il a une RC Pro, et qu'en cas d'erreur, le notaire ne sera pas impacté. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en cas d'erreur, le notaire sera aussi dans la procédure. C'est le diagnostiqueur, mais l'agent immobilier aussi a une responsabilité. Ça, normalement, on le verra après, mais... Oui, lui, il ne va pas y coper non plus. Hein, donc, mais la logique, c'est que les 5% d'erreur... Alors après, il y a eu un peu... on a un peu bidouillé, certains ont voulu faire au fil du temps, mais avec le prix de l'immobilier qui a tellement augmenté aujourd'hui, on est au mètre carré près. Quoi. Oui, on est au mètre carré près. Et un professionnel, lui, il est au centimètre carré près. Ouais, ok. Très bien. On va commencer sur un peu de statistiques qu'on a pu faire sur notre étude. Oui. Et on observe que 88,5% des répondants, donc des personnes qui vont aller
se positionner sur un appartement, regarder du listing, va prendre comme argument le DPE F ou G comme un levier sur le prix, qui va se sentir en position de force par rapport à l'agent immobilier. Et donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à un agent immobilier qui va faire face à un acheteur qui est un peu dans l'argumentaire du faible DPE? Quels seraient les leviers à activer? Moi, je commencerai par le levier en disant, quand tu fais visiter le bien, quand tu arrives, tu dis, bon, regardez, c'est magnifique, elle est en F, certes, et tout de suite, jamais attendre que ça soit le client qui lui pose la question, ou qui vient sur l'impact de la question. Il faut toujours prendre les devants. Je trouve que c'est un atout. Je dirais, effectivement, d'ailleurs, elle est en F, mais regardez, il y a un potentiel. Donc, de mettre en avant le potentiel du bien. Après, il lui dire aussi, s'il peut, ce qui est bien, c'est de lui dire le montant des travaux. Ouais. Lui donner une enveloppe. On a des estimations entre 15 et 25 000 euros, par exemple. Plus des aides et les C2E, enfin, voilà. Mais s'il y a une valorisation, le prix en tient compte. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'on laisse plutôt le vendeur avec sa lettre, le client, et puis on attend un peu une offre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt intérêt d'être entre les deux et de jouer un peu l'arbitre. Okay. Entre les deux et dire, voilà, tu annonces déjà la couleur, ton DPE en F, il y a à peu près 15-25 000 euros, et avec des aides, bon, tu peux gagner encore 10 000 euros. Donc, à l'échelle d'un bien immobilier, c'est pas forcément énorme. Ça ne sera pas le même cas pour une maison. Ok, donc finalement, si la personne commence à argumenter, on peut lui dire que de faire ce DPE, enfin d'avoir un DPE F avec quelques travaux, ça pourrait donner plus de valeur à la maison et finalement c'est lui qui sera gagnant. Parce que si le vendeur, lui, fait les travaux, il la vendra nécessairement plus cher. Il la vendra plus cher. Ouais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut s'en servir comme un levier de valorisation, de plus-value future. Comme quoi il est gagnant dans l'histoire finalement. Il est gagnant. Et en plus, si c'est... Bon, pour la location, c'est compliqué parce que la location, tu dois avoir un truc performant tout de suite. Mais pour un acquéreur, pour une résidence principale, ça lui laisse le temps. Il a un temps... le temps de l'occupation de faire ses travaux, donc c'est pas immédiat. Et pas toujours la pression de la copro quand c'est des maisons, on fait ce qu'on veut. Exactement, okay. Exactement. Très bien. J'ai posé une question ouverte au panel. Évidemment, j'ai eu 5000 lignes de réponses. J'ai essayé de condenser. Mais quand on parle de diagnostic, souvent en termes de travaux, les Français pensent à l'isolation et au chauffage principalement. Donc 80% du temps, ils ne parlent pas peut-être de VMC ou toutes ces choses-là. Et ma question, du coup, est, quand je suis un agent immobilier, comment est-ce qu'on peut concrètement aider nos clients à se projeter dans les travaux? Quels petits travaux peut aider à gagner des lettres, au-delà de l'isolation, par exemple? Alors, aujourd'hui, il y a un DPE qui prend de plus en plus forme, qui n'est pas le DPE réglementaire, on parle de DPE qu'on a réalisé, et que de plus en plus de gens font, ça s'appelle le DPE projeté. Donc les DPE projetés, ça permet de prendre le DPE, on prend cet appartement, tel qu'il est aujourd'hui, imaginons qu'il est en F, et donc tu vas avoir le montant des travaux, et si je change que le radiateur, je serai en temps, si je que le mur sur rue, je serai à telle lettre. Donc ça permet d'avoir, donc on fait 3-4 scénarios, et c'est un véritable outil d'aide à la vente qui coûte pratiquement rien. Et c'est le diagnostiqueur qui fait ça? Oui. C'est pas un simulateur ou quelque chose de... C'est-à-dire que, je vais dire, on va prendre un DPE, un 2 pièces par exemple, qui va être à 150 € à peu près. Ton DPE avec le DPE original, plus le projeté, tu es à 250. Ouais. Par contre, c'est un vrai outil d'aide à la vente. Bien sûr. Parce que là, on met à la fois les évolutions et les tarifs. C'est hyper factuel et ça aussi assoit l'expertise de l'agent qui montre ça à son... C'est quelque chose qui va augmenter, qui grimpe. C'est une demande qui est... Donc c'est un peu... C'est pas réglementaire, mais c'est vraiment un outil d'aide à la vente. Oui. Et c'est bien de le savoir. J'imagine que beaucoup de mandataires ou d'agents IMO n'ont pas connaissance de ce DPE projeté. Pas encore. D'accord. C'est plutôt aujourd'hui, qui va faire des DPE projetés? Aujourd'hui, c'est en gros les architectes quand ils vont faire des travaux. Oui. Pour rénover quand ils relookent un appart et tout ça, eux le demandent. Parce qu'ils profitent en même temps d'avoir ce DPE projeté. C'est-à-dire que je vais refaire la déco, le design, et en même temps d'améliorer, de faire l'ensemble. Tu as une idée du prix à peu près? Même si c'est pas exact, hein, mais on est plutôt sur du 50 €, 200 €. Ah, 250 €, DPE et DPE projeté, donc c'est raisonnable. Ok, c'est raisonnable. Pour un 2 pièces, un 2-3 pièces, c'est plus là. Surtout l'impact que ça a derrière et l'expertise. C'est un vrai outil d'aide à la vente. Ok. Donc, trop bien, je ne le connaissais pas moi-même, malgré mes recherches sur le DPE projeté. On retient. On ne le projette pas contre le mur, hein, on le projette au client. Projetons-le. Donc on a une défiance, on voit que 54% des Français
n'ont pas confiance au DPE et ils estiment que ça ne reflète pas vraiment la consommation réelle du foyer, la lettre finalement. Donc comment est-ce qu'un agent immobilier peut rendre une atmosphère un peu plus de confiance autour du DPE et de sa véracité? Alors, on va revenir sur le lettrage du DPE, qui est un vrai problème. Moi, j'ai toujours trouvé inepte, enfin, je suis assez sincère, c'est qu'on parle d'énergie finale, d'énergie primaire. Et ça, c'est un problème qui... Donc, un kilowatt, quand tu as de l'électricité, c'est pas le kilowatt que tu as consommé, mais c'est le kilowatt multiplié par 2,3. Donc là, il a baissé 2,3, le coefficient. Donc, le DPE, c'est la fabrication de ton électricité. Ça n'a rien à voir avec ta consommation, donc les gens comprennent rien. C'est plutôt l'impact du nucléaire ou bien de la... Par exemple, tu as 1000 kW sur ton DPE, tu vas avoir, comme ça va être multiplié, ça va avoir 2300 kW d'énergie primaire. Et l'étiquette est en énergie primaire. Sauf que les gens, ils payent leur facture en énergie finale. Donc il y a un truc qu'ils ne comprennent pas trop, pourquoi ces kilowatts, alors, mais ce n'est pas ces kilowatts-là, en fait, il faut toujours prendre un coefficient derrière. Ils ne comptent pas comme ça pour les voitures au final, parce qu'on voit que toutes les voitures électriques, elles sont en A. Et quand on parle d'habitation, malgré le fait qu'on soit en électrique, on peut avoir des lettres assez basses. C'est par exemple, tu prends une voiture, si on te dit pour 100 km, c'est 10 litres de diesel pour 100 km. Si on prenait je veux dire, là on te dirait, ça sera 20 litres parce que depuis la raffinerie, on a perdu 10 litres, donc ça sera 20 litres au kilomètre. Donc c'est un peu absurde. Très clair, c'est vrai que... C'est beaucoup plus clair quand on le voit comme ça. Parce qu'entre le moment où tu l'as mis ton essence dans la voiture et toutes les déperditions dans le raffinage, donc là sur le DPE, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'au moment où on produit l'électricité, au moment où elle arrive chez toi, il y a des déperditions, etc. Donc on calcule cette déperdition. Donc l'étiquette ne reflète pas l'énergie que tu reçois sur les factures. C'est pour ça qu'il y a une déconnexion. Et puis il y avait une autre déconnexion qui était le prix, le tarif, l'estimation. Et c'est vrai qu'il y a un débat au sein du ministère, etc., de supprimer ce tarif parce que c'est pareil, il ne reflète pas non plus... Ok, c'est plutôt politique finalement. Pour l'instant, vous faites avec. Tout est politique. Il n'y a pas le choix. Tout est politique. C'est des décisions du ministère de la Transition énergétique. C'est que politique. La fédération va œuvrer un peu. Même les coefficients, ils changent. Ils ont changé. C'est ce fameux coefficient qu'ils ont changé au 1er janvier. Qui a rebasculé plusieurs millions de logements en E. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Beaucoup moins que ça. Un peu. Oui, beaucoup moins que ça. C'était très optimiste. Les 850 000. Après, moi j'étais plutôt de 500 000. Il y a eu une émission, le ministre, parce que j'avais posé la question, et le ministre a dit, ils ne savent pas. Ok. Et en fin de compte, attention, quand ils ont dit 850 000 au départ, pseudo 50, sorties de passoires énergétiques, c'était sur l'ensemble des DPE, donc c'était pas le logement locatif. Ça englobait aussi le marché de la transaction. Même donc ça ne veut pas dire qu'il y avait 850 000 appartements en location en plus. D'accord, oui, bien sûr. Ils font pas, parce que quand on enregistre un DPE à l'ADEME, il n'y a pas de distinguo entre vente et location. Ok, c'est juste cette habitation à ce... C'est un DPE, un bien. Juste FG, on ne peut pas les louer. Ils ne peuvent pas savoir si cette sortie de classe peut... Mais ils pourraient encore faire mieux. On a l'électricité la plus décarbonée du monde. Donc logiquement, on devrait être encore mieux. Il faut baisser un peu le prix peut-être de l'électricité, si le président nous écoute. Le Premier ministre avait dit qu'en janvier, il faudrait baisser de 50%. On pourrait baisser de 50%. On a l'électricité dans le monde, parce qu'on parle de... il y a un peu une hypocrisie, puisqu'on parle de gaz à effet de serre. L'électricité dans le monde, c'est 12 grammes au kilowatt de CO. Et en France, c'est que 6. La moyenne mondiale, c'est 12. Donc on devrait basculer tous à l'électrique. Les Allemands ont un coefficient électrique plus faible que nous. Donc nous, on est passé de 2,3 à 9. Eux, ils sont à 1,8. Et leur électricité n'est pas décarbonée, elle est produite avec du gaz et du charbon. Et eux, ils ont un coefficient plus faible. Donc tout ça, c'est politique. Après, on essaie que ça baisse. C'est intéressant aussi de pouvoir justifier à notre client, qui peut être un peu dans la défiance, de lui expliquer concrètement... Cette énergie primaire et finale. Parce que le problème, c'est qu'on n'a jamais compris pourquoi, pour le grand public, on met une énergie finale ou primaire. Primaire, non, ça paraît aberrant, mais peu de gens le savent. Et pourtant, c'est marqué en gros, kilowatt, mais enfin, comme personne ne lit, kilowatt par mètre carré d'énergie primaire. Je t'avoue que je regarde la couleur, souvent, et la lettre. Voilà, mais les gens ne peuvent pas comprendre, parce que déjà, tu te divises par ce coefficient. Donc si tu as 400, tu le divises par un 9. Il y a déjà tellement d'émotions dans la vente et dans la transaction qu'on ne s'amuse pas à regarder les petites une fois que tu le sais, tu peux aussi, c'est un argument pour ta vente, en disant, attention madame, c'est une énergie primaire.
Donc vous divisez par un 9 votre électricité. Donc ne vous inquiétez pas, le bien n'est pas non plus une catastrophe énergétique. Il ne consomme pas 400 kg. C'est le calcul. D'accord. Petite question encore une fois. On observe que parmi le panel de Français qui cherchent un logement, 40% d'entre eux ne se positionnent pas du tout, surtout en résidence principale, ne se positionnent pas du tout quand la lettre est F ou G. Peut-être des primo-accédants, j'ai pas l'information, mais on sait aussi qu'il est plus difficile d'avoir un crédit immobilier quand on a une lettre basse, à moins de montrer des travaux et de mettre les travaux dans le plan un peu d'amortissement, je crois. Mais quels conseils donnerais-tu aux agents immobiliers pour continuer à vendre ces biens malgré un peu l'épine dans le pied de ce DPE? Alors on va aller sur quelque chose, parce qu'on l'a expérimenté, pour des ventes, c'est un DPE projeté. On revient sur les DPE projetés. On revient sur le projeté, mais qui on va pas le projeter avec le diagnostiqueur. Le diagnostiqueur va le projeter, donc il va dire au client, souvent les agences prennent les devants, de faire des devis de travaux. Ok. Et à partir donc le diagnostiqueur va dire tu mets ça, et là il va constituer le projeté, mais à partir de vrais travaux avec des montants. Tu vois, parce que un isolant, c'est un R, c'est la résistance thermique de 4-5 par exemple, donc ça va coûter 2000 par exemple, ça serait à peu près ça pour faire ce mur-là, 2000 €. Donc là tu vas avoir le devis, tu vas avoir ton DPE avec la transformation, et ça tu le donnes à la banque. Et sur le DPE projeté, on met, suivant le devis un tel, de société un tel, le numéro, et donc la banque, ça finance plus facilement. Ok, ça fait partie des prérequis. Le DPE projeté est en train de rentrer dans les banques. Ok. Mais s'il est adossé avec des factures et des devis, pardon. Ou voir avec un courtier, il a peut-être connaissance de quelle banque mais précisément. Ça sera beaucoup plus impactant que d'arriver en disant je vais faire des travaux, mais les banques ont besoin de quelque chose de concret. Factuel. Oui. Donc si tu arrives avec ce DPE projeté et des factures ou des devis potentiels, plutôt des devis plus que des factures, et ça marche très très bien. Ok. On a vu plusieurs dossiers passer. On a fait des tests, ça a passé. Sur plusieurs banques différentes. Il y a des banques qui ne voulaient pas financer. Ok. Donc avec ce levier, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Parce qu'elles vont aussi englober le montant des travaux dedans. Ok. Voilà. Ouais. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va passer aux questions un peu plus longues. Là, on va pouvoir, dans ces questions longues, on va pouvoir détailler un peu plus ton expertise et donner un maximum de conseils. Donc pour ceux qui nous rejoignent sur le webcast de l'IMO, c'est un moment d'échange avec mon invité où on croise la data Le Bon Coin IMO de nos utilisateurs et de l'expertise aujourd'hui de mon invité qui est Olivier Dusselier, président de la Fédération nationale des diagnostiqueurs de France, immobilier, pardon. Donc dans notre deuxième partie, on sait que le sujet du DPE, il n'est pas mauvais démarrage, désolé. Non. Oui, donc aujourd'hui, on sait bien que le DPE est un sujet central pour les agents immobiliers. Comment faire? Quels leviers peuvent-ils avoir? Mais on y a déjà un petit peu répondu, mais peut-être un peu plus largement. Comment faire pour qu'un DPE F et G ne reste pas plus d'un mois sur le marché, comme on peut le voir actuellement? Quels seraient les leviers pour qu'un agent immobilier puisse favoriser le départ de ce mandat FG? Alors, n'hésite pas à donner un maximum de conseils, ça peut même être des conseils en amont, peut-être de voir avec l'acheteur pour que ce soit lui qui fasse les travaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est possible pour... Effectivement, je pense qu'il y a un échange à avoir aussi avec l'acheteur, voire le diagnostiqueur, parce que souvent ils se connaissent un peu, l'agent et le diagnostiqueur. C'est quelquefois un vendeur va perdre peut-être 30 000 ou 40 000 €, alors qu'il y avait une simple chaudière à 4 000 à changer. Pour changer. Donc il y a un ensemble, c'est une concertation, c'est-à-dire entre le diagnostiqueur, l'agent immobilier, le vendeur, et puis si le vendeur n'est pas réceptif, avec l'acquéreur. Mais il y a quelque chose à faire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de concertation, il y a une grosse perte sur la valeur du bien, alors que quelquefois les travaux sont à côté de la perte sont insignifiants. Donc pour 4 000 € d'investis... si tu prends une chaudière gaz aujourd'hui qui peut vraiment avoir un impact sur la... Une lettre par exemple, ça pourrait? Ça peut avoir, oui, une bonne lettre. Si on a une chaudière gaz où tu vas être un E limite F, tu mets une chaudière neuve à condensation, tu vas passer en D. Ok. Donc ça a un impact. Ouais, donc si on prend une maison à l'échelle d'une maison individuelle, puisqu'on parlera peut-être de l'audit, ça t'évite l'audit. Donc déjà, tu gagnes 1 200 € d'audit. Donc il y a comme ça une petite absurdité dans
Et c'est impactant. Donc c'est assez bien de le voir avec le diagnostiqueur et l'acquéreur, le vendeur, parce que ça permet tout de suite de valoriser le bien. Mais là, tu me parles d'audit. Tu peux aussi parce que j'ai vu le cas, c'est-à-dire qu'il y avait comme une projection, on revient un peu sur le projeté qu'on parlait tout à l'heure, mais l'acquéreur, le vendeur s'est engagé à le faire. Ok. C'est-à-dire qu'il attendait d'avoir un acquéreur et s'est engagé pour la vente de le faire. Okay. Donc ça aussi, tu vois, c'est quelque chose qui peut être impactant. Et là, on donne des conseils sur la mise en avant, mais tu me parlais d'audit. Qu'entends-tu par audit? Parce que le DPE, j'ai, diagnostic, j'ai, mais pas audit. Alors la maison individuelle est soumise à l'audit énergétique. Okay. C'est assez peu connu. C'est-à-dire que les agents IMO ont tendance à le demander dernièrement au moment de l'acquéreur, et c'est là où beaucoup de ventes capotent. Okay. Pourquoi? Parce qu'un audit énergétique, donc il est obligatoire pour toutes les maisons individuelles avec une lettre EFG. Simplement, l'audit, il ne se contente pas juste de dire on va rénover, on va isoler, on va mettre la ventilation, le chauffage. Elle va prendre aussi tous les travaux induits. Okay. Donc s'il faut refaire, si on va isoler l'immeuble par l'extérieur, on va faire le ravalement, on va mettre la peinture, il y a des échafaudages, donc la facture va être salée. Et quand les gens ne sont pas informés de cet audit, logiquement on doit l'avoir à la prise de mandat. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est à peu près une prestation entre 800 et 1500 euros en fonction de la taille de la maison. Ouais, donc on se concentre sur le mandat, on veut sécuriser le mandat est signé. Voilà, on veut sécuriser. Mais si on attend trop, je dirais une fois le mandat sécurisé, il faut le demander parce que si on attend trop, on a vu beaucoup de ventes. Moi j'ai dû remonter, nous on n'a pas de maison parce qu'on est en Île-de-France, à Paris, mais il y a beaucoup de maisons qui capotent, beaucoup de ventes qui capotent. Donc c'est un travail qui fait pour rien. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Donc autant avoir les infos. On sécurise son mandat avec son DPE et en fonction EFG, une maison individuelle, il faut aller vers l'audit rapidement. Ok. C'est vrai que les particuliers ne le savent pas, ça l'audit, la plupart n'en ont pas connaissance. Et quand on est agent IMO et qu'on le met en avant, ça aussi assoit notre expertise finalement, donc c'est quand même quelque chose d'important. On s'aperçoit que souvent, alors c'est très souvent même sur les agents IMO, c'est pas... certains ont un peu l'habitude des maisons, tout ça, ceux qui ont moins l'habitude des maisons, c'est souvent le notaire au dernier moment qui le demande. Ok. Donc là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc les gens appellent les notaires vous appellent en catastrophe, et là ça pose un problème parce que après à l'acquéreur on va lui donner un devis 50, 100 000. Donc, mais l'audit est limité aussi parce que l'audit, donc pour les petites maisons en province, l'audit ne doit pas dépasser 50% du prix de vente. Ok. Tu veux dire les travaux, etc. Une petite maison à 100 000, on peut en voir dans des petits endroits. Tu ne peux pas aller au-delà de 50 000. Les travaux ne doivent pas dépasser 50 000. 50 000. Okay. Donc si par exemple qu'elle est Angers, eh ben, on te dira pour 50 000, tu pourras atteindre que F ou E. Mais tu ne pourras pas, c'est pas l'histoire d'aller en B. Parce qu'il y a aussi un moment où on ne peut pas aller trop sur une valeur. Alors c'est vrai pour les petits biens, c'est un problème. Pour les gros biens, ça ne pose pas de problème. Ça. Okay. Mais on ne doit pas dépasser 50% de la valeur du bien. Donc tu conseilles d'en parler le plus vite possible, limite pendant la signature, en disant que c'est une obligation légale et que tu dois une fois que tu as ton mandat, tu essaies de l'obtenir assez vite. Ouais, ok. Voilà. Ne pas attendre. Tu sécurises ton mandat et après tu demandes l'audit énergétique rapidement parce que ça va t'éviter de perdre du temps et des visites. Bien sûr. Et si demain tu as un acquéreur où tout le monde se met d'accord sur la négo et tout, ça va rebattre les cartes sur la négo et puis ça peut faire fuir les acheteurs. Ok, très bien. Donc c'est pas le diagnostic, l'expertise. Non, pas l'expertise. Putain. L'audit. L'audit énergétique. L'audit énergétique. Je le noterai et je mettrai aussi dans le document qu'on fera tous ces tips à chaque fois par slide. On aura un thème, thème par. Et c'est vrai que l'audit énergétique, il est un peu décrié, mais il n'y a pas le choix. Oui, bien sûr. C'est légal. EFG, donc c'est beaucoup. C'est énormément de maisons. EFG. Et on a beaucoup de transactions de maisons, je n'ai pas la proportion en tête, mais on a énormément de maisons sur le Bon Coin IMO et évidemment... En dehors des villes, les gens veulent des maisons. Ouais. C'est vraiment ce qui est pris. On parle de Paris pour la maison. C'est le rêve des Français d'une maison. Ouais. La maison individuelle. Vraiment, oui, tout à fait. Très bien. Donc parlons d'un autre thème, parlons d'un autre aspect qui est la responsabilité. Et je sais que tu dois être souvent en relation avec des questions en termes de responsabilité du diagnostiqueur, de l'agent immobilier, quand est-ce qu'on a un transfert de responsabilité sur un dossier ou autre. Et donc concrètement, à quoi s'expose un agent immobilier quand le DPE n'est pas vrai ou le DPE est douteux? Voilà, quels conseils aurais-tu pour éviter les pièges justement pour ne pas que les agents immobiliers tombent dans le piège du mauvais diagnostic et mettent en péril soit le mandat, soit leur porte-monnaie, parce qu'il y a peut-être des amendes à la clé.
Alors, je pense que je vais repartir d'une anecdote qu'il y a quelques mois, où un agent que je connais bien voulait une information autre sur une maison qui était en vente pas loin de Montrouge. Donc j'y suis allé quand même à un certain prix. Et quand je suis arrivé, je regarde, je me dis, mais c'est une passoire. Il me dit, non, elle est en D. Je lui dis, mais tu sais que ça peut pas être en D. Et il m'a dit, oui, je sais, mais c'est pas le même. Je m'en fous, c'est les vendeurs qui ont fait les diags. Non, quand tu es pro de l'IMO, quand tu es pas chez le notaire, tu as les vis cachés, etc. À partir du moment où tu as une estimation, tu as l'habitude, quand tu vois une maison que c'est une passoire, enfin ça se voit, elle était tout à refaire, bien sûr. Tu pouvais pas étendre, c'était impossible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il va acter, et à la vente, donc il n'y a pas d'audit en plus. Donc déjà, tu pars sur une mauvaise base. Ouais. Donc t'as pas pour une maison, tu n'as pas l'audit puisque tu étais en D. Donc tu pars sur du D, tu pars sur un manque d'information. Là, automatiquement, s'il y a une procédure de la part des acquéreurs, sur des biens à 850 000 euros, donc ça fait mal, l'agent serait condamné, insolidable. Ah, l'agent est condamné à cause de l'erreur du diagnostic. Aujourd'hui, de plus en plus. L'année dernière, il y a eu 90 000 procédures de DPE. Waouh, ok. C'est qu'un début. Ouais. L'agence, de toute façon, la process, il est simple. Le vendeur se retourne contre l'acquéreur se retourne contre le vendeur, et le vendeur va se retourner contre l'agent immobilier, contre le diagnostiqueur, et quelquefois le notaire, qui a acté l'ensemble. Le notaire, souvent, est un peu dégoûté parce que lui, il n'est pas le sachant, c'est plutôt sur une pièce manquante. Mais là, automatiquement, l'agent serait condamné. Les premières procédures qui tombent, l'agence est condamnée à une partie aussi. Ok. Donc, si tu pars 850 000, 40 000 euros, 30 à 40 000 euros d'honoraires, tes honoraires, ils y passent. Donc, le conseil, ça serait de ne pas partir les yeux fermés sur ce type de vente, non, mais plutôt avoir un peu ce rôle de réserve et de conseiller et de bloquer, de demander un autre diagnostic parce que celui-ci est peut-être douteux. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ton expérience d'agent IMO, tu as l'habitude quand même. Tu n'es pas diagnostiqueur, c'est pas ton truc, mais tu arrives à savoir très vite si tu as du simple vitrage, il y a des grippins, enfin c'est pas isolé, te dire que c'est en D, tu vois que ça sent mauvais. Tu vois bien, tu as cette impression, mais ça c'est aussi l'expérience. Je pense que les jeunes agents peuvent se faire plus piéger, mais il faut pas occulter. Parce qu'aujourd'hui, ça a trop d'impact. Donc en fin de compte, le montant que l'agence va être condamnée, on va être condamné sur la remise en état et la rénovation totale. Ok, donc c'est un sacré coup pour une agence qui laisse passer le truc. Donc le diagnostiqueur et l'agence vont être condamnés sur le montant de la rénovation totale. Donc c'est pas... donc on parlait tout à l'heure des audits, si c'est pour 80 ou 100 000, la facture peut être salée. Alors le diagnostiqueur aura un peu plus que l'agence, mais l'agence on aurait au moins dans les 30-40% des montants. Ok. Et d'ailleurs ça me fait penser, ça rejoint quelque chose que tu dis souvent, ce n'est pas parce que le diagnostic est valable qu'il est utilisable. Il y a un problème de donneur d'ordre, je crois. Oui. Est-ce que tu peux un peu préciser, parce que je crois que, en lisant quelques petites documentations, je pense que même les diagnostiqueurs eux-mêmes ne sont pas toujours au courant, donc les agents immobiliers non plus. Alors, agents immobiliers, diagnostiqueurs, même notaires, ont un peu une confusion sur le sujet. J'achète une maison à monsieur Dupont, et je m'appelle Durand, je revends avec les diags de monsieur Dupont. Est-ce que ça passe ? Parce que l'amiante, tout ça, c'est encore valable. Non, ça passe pas. Quand tu es donneur d'ordre, donc c'est-à-dire que le vendeur doit refaire l'intégralité des diagnostics. À son nom. À son nom, puisque c'est, en fin de compte, tu peux pas endosser la responsabilité. Monsieur Dupont, il te l'a vendu il y a 2 ans, 3 ans. Lui, il y est pour rien. Maintenant, l'assurance n'y est pour rien. Tu as fait des modifications certainement. Donc, on remet juste à jour. Donc, la tendance, c'est de remettre à jour la caresse, parce que j'ai cassé la cloison pour faire un super séjour comme ici. Donc là, tu vas la refaire. Mais après, le reste a tout changé, en fait. Bien sûr. Même s'ils sont encore valables, ça a changé. Donc, tu es obligé de refaire tout à ton nom, parce que ça veut dire qu'en tant que vendeur, alors ça va être le vendeur, le responsable. Après, est-ce qu'un jour, on pourra mettre aussi en responsabilité l'agent IMO ? C'est pas... Pas pour l'instant, en tout cas. C'est pas improbable. Tu milites pas pour ça, donc là, ça ne sera pas le diagnostiqueur, mais là, ça pourrait être remis en cause pour être le notaire et l'agent IMO. De ne pas avoir le bon donneur d'ordre. Là, le notaire pourrait rentrer dans la boucle. Donc, en fin de compte, ça ne représente pas beaucoup, c'est minime. Parce que quand tu fais un package vente, c'est pas... l'ensemble des diags, ça coûte pas cher. Donc, c'est mégoté pour rien. Mais ça veut dire aussi que le vendeur
Donc ça sera plus Monsieur Dupont, sera plus le diagnostiqueur qui a fait les diagnostics, Oui. c'est le vendeur perso Oui. qui sera responsable de tous les désordres. Et c'est lui qui devra payer. Donc ça, c'est dans le rôle de conseil des agents immobiliers d'en parler en leur disant de refaire les choses parce que c'est leur Parce que responsabilité. comme tu es le donneur d'ordre, si tu utilises qui ne sont pas à ton nom, donc c'est plus une société avec son RC Pro qui peut te garantir, c'est toi-même qui deviens le garant. Et ça, il faut clarifier parce que j'avais fait un post il y a quelques temps, l'année dernière, et même tout le monde ne sait pas trop. Les diagnostiqueurs, même eux, ont une hésitation parce qu'on n'a pas assez clarifié les choses. Le donneur d'ordre, c'est le vendeur. Okay. Tout ce qu'il a fait avant, tout ça, même pour une loc. Hein. Okay. Parce que certains achètent pour louer, ils louent avec les diags de... Bah, comme l'exemple un peu de ton expérience personnelle où tu es arrivé, tu as senti que c'était une passoire thermique et que finalement, il s'est adossé à un diagnostic un peu favorable. Exactement. Malheureusement. Mais tu achètes pour louer, tu investis toi, Julien, pour louer, tu refais les diags à ton nom. Parce que ton locataire, il loue pas monsieur, madame Michon avec qui tu as acheté le studio. Même si c'est un achat-vente rapide dans l'année ou dans les 1 an et demi, c'est logique. Non, il loue à toi, c'est toi le propriétaire. Tu as essayé, mais c'est pas les anciens propriétaires. Ou tu t'es fait avoir par l'ancien diagnostic et trop tard. Et s'il y a un problème, tu deviens responsable à ce moment-là. Okay. Donc il ne faut pas oublier cette responsabilité. Hein. Non, mais c'est bien de le rappeler. Le but du diagnostiqueur, c'est le RC Pro. C'est-à-dire qu'il garantit ce qu'il t'a fait comme diagnostic. Donc s'il y a le moindre problème, c'est lui qui prend en charge. Ok. S'il n'y a personne, c'est le vendeur. Pour une fois, c'est le vendeur qui prend et pas les professionnels. Bon, okay. Possible. Hein. Possiblement. Ah, s'il a fait le bail, que c'est pas bon, et s'il a fait la vente avec des mauvais diags... Ça arrive beaucoup, ça? Tu as pas d'idée? Énormément. Ah ouais? Énormément. C'est-à-dire que tout le monde est un peu dans la conciliation. Donc c'est bien. Je comprends le diagnostiqueur qui n'ose pas trop dire parce que les gens sont en train de toujours un peu mégoter. Oh, ils sont encore pas là. C'est une relation humaine finalement. Tu essayes de... Et l'agent IMO, lui aussi, il faut qu'il ait son mandat. Donc je pense qu'il y a une phase où on peut faire son mandat et une phase où on peut rectifier un peu une fois qu'on a le mandat, rectifier en disant oui mais ça va pas passer, etc. Parce que j'ai tous les diags, mais ça devrait toujours dans ce devoir de conseil. Voilà. Rectifier après. J'ai une autre question sur le même sujet, un peu la relation entre les diagnostiqueurs et les agents immobiliers. Et ça intéressera pas mal nos mandataires et nos agents immobiliers. J'aimerais que tu nous parles un peu des best practices, des choses à faire dans cette relation. Parce qu'on voit souvent un peu un travail d'apporteur d'affaires, ça peut arriver. Je sais qu'il y a aussi des dérives. Oui. Et il y a un cadre légal. Est-ce que tu peux un peu nous reparler de ce cadre qui est entre l'agent immobilier, le mandataire et le diagnostiqueur? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ça pourrait intéresser pas mal, je pense. Dans la logique, on ne peut pas avoir de lien entre nous. On est obligé d'avoir cette séparation. On ne peut pas faire de cadeaux. Certains demandent des cadeaux, des cartes cadeaux, tout ça. Ça, c'est pas possible. Puisque, en fin de compte, là, on ne devient plus dans la partialité. On devient dans... Un porteur d'affaires, finalement. Dans un porteur d'affaires. Ce qu'il est bien aussi, c'est que on remarque aussi que certains agents, par commodité, prennent ce diagnostiqueur parce que rapide. Et ce qu'il est bon aussi. Parce que la rapidité... parce que ça, c'est un vrai sujet que nous avons. Chaque fois qu'on nous appelle, il y en a pour longtemps. Est-ce que quand on met un impact sur des dizaines et des centaines de milliers d'euros, on n'est pas à 1 heure? Toujours plus vite, plus speed, plus... Il n'y a pas de... Tu nous donnes les clés ou tu nous accompagnes, mais il n'y a pas une histoire de temps. Il faut laisser le temps au diagnostiqueur de bien faire son taf. Et puis aussi, est-ce qu'ils ont bien expérimenté avant d'avoir... Parce que tout le monde s'entend avec les agents IMO, un peu leurs habitués. Est-ce qu'ils ont testé plusieurs diagnostiqueurs pour voir un peu... Est-ce qu'ils ont le baisse ou pas? C'est vrai que c'est tellement factuel et cartésien. Il ne faut pas prendre que le moins cher, etc. Le moins 10 ans, parce que ça aussi, le moins 10 ans. Le moins 10 ans de 100 €, parce qu'on est beaucoup dans les forfaits, peut te coûter 20 000 à la sortie. Oui, en cas de litige. Ah bah mais oui, c'est vrai que... Non, mais c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, il y a une bataille entre le discount. Donc c'est vrai qu'on pense à faire pas un prix plancher, je dirais, pas un prix conseillé. Ça, je pense qu'il dégressif sur l'année, par exemple. Voilà, mais plus les trucs trop de discount, parce que quand il y a des discounts, c'est discount. Discount, on peut pas en faisant un backland, en ayant des prix. Et il faut remettre ça à la notion entre la com, l'agence et les quelques centaines d'euros. Je veux dire, un diagnostic pour 2-3 pièces à Paris, quand tu vois le prix à 10, 12, 14 000 le mètre carré, les diagnostics, c'est 300-400 €. La com d'agence, ça n'a rien à voir. Donc arrêtons de migoter sur des petites choses. Voilà. On est plus proche de photographes
une prise de photo, etc., c'est quand même pas la même chose qu'on va payer 150 ou 200 euros pour une prise de vue, pour mettre une annonce. Tu te rends compte de l'impact d'un diagnostic pour tout le monde. Oui, il y a le légal qui rentre en jeu, c'est pas simplement une photo un peu non contractuelle ou sur les annonces. Donc il faut vraiment refaire la part des choses et bien réajuster les choses. Mais on peut pas. Alors s'il y a un problème, c'est la répression des fraudes. C'est illégal. D'accord. Il y a eu des catalogues, il y a eu des points. Beaucoup se sont fait prendre à ce jeu. Mais il y a encore une demande. Mais est-ce rien raisonnable aujourd'hui pour un agent IMO de demander pour des prestations un carte cadeau à 30 euros, c'est minable. Ouais. Voilà. Donc il faut dépasser ça, mais c'est vrai que. Il faut dépasser ça. C'est un peu dans l'idée. Mais comme si le diagnostiqueur était un mec qui s'enrichissait. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Bah surtout que maintenant, je vois que le cadre est de plus en plus difficile. Il y a le QR code. On peut pas en faire plus que tant par. Il a des contrôles. Il y a sans arrêt des contrôles qui sont financés. Un diagnostiqueur sur 7 ans, c'est 25 000 euros de contrôle. Ok. C'est pas anodin. C'est énorme. Donc il faut qu'il fasse du chiffre, il ne peut pas faire non plus que trop de discount et tout ça. Et donc, compte tenu des coms d'agence, ça ne vaut pas le coup. Okay. C'est prendre beaucoup de risques, mais certains vont commencer à passer à la caisse. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt les agents immobiliers qui ont tout intérêt à être en relation avec un diagnostiqueur qui lui vient en amont des fois de la vente, ou un particulier qui va mettre son bien en vente, va faire venir le diagnostiqueur. Si le diagnostiqueur, lui, a, je ne sais pas, son top 3 d'agents immobiliers, est-ce qu'il peut envoyer ses clients particuliers vers ces agences immobilières et avoir de l'argent de la part des agents immobiliers? Ça, c'est pas possible. Non. Pourtant, on le voit, mais c'est interdit. Oui, c'est interdit. D'accord. Mais, et donc, le truc, c'est que le diagnostiqueur, en fin de compte, il sert un peu pour l'agent IMO, en disant, quand il visite le bien, que les gens n'ont pas fait les diags, j'ai un diagnostiqueur, un peu le cadeau bonus. Ouais. Il n'est pas trop cher, il n'est pas cher, il va vous faire un prix, etc. Et ça, c'est une erreur. D'accord. Parce que tant que ça passe, mais le jour où ça passe pas, ça coûte une blinde. On se rend pas compte finalement parce que c'est assez cartésien et c'est du factuel d'être diagnostiqueur. On peut pas se dire qu'il y a des bons et des mauvais. C'est des mesures à prendre, c'est des choses à savoir. Mais il y a dans la profession plusieurs qualités de professionnels, disons. Évidemment. Parce que si tu fais une prestation à moitié prix, ça peut pas être. C'est que tu bâcles ou que tu vas vite. Voilà. Donc là, on va être plutôt sur, quand les tarifs sont trop bas, on va être plutôt sur du jeune diagnostiqueur. D'accord. Pas assez expérimenté, l'erreur, elle est encore plus importante. Ok. Parce qu'effectivement, pour se faire une place sur un marché, souvent les gens cassent. On a vu ça dans l'IMO aussi, les agents IMO, elles ont toutes disparu. Parce que ces boîtes-là, à très court terme, disparaissent. Les honoraires planchers à 8 000 euros, ils ont effectivement disparu. À 2%, 1%, etc. Tout le monde a vu ça. Et puis ça disparaît. Mais c'est la même chose pour les diagnostiqueurs. C'est un dumping. Par contre, l'agence sera toujours là. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est partenaire des agences aussi, parce que ils ont vu la tempête, ils ont fait les crises, voilà. Donc le site diagnostiqueur a disparu au bout d'un an, la procédure, l'agence sera toujours là. Ouais. C'est vrai que en proportion, c'est des pas des auto-entrepreneurs, c'est des entrepreneurs individuels. Indépendants, oui, 60% c'est des indépendants. Ok. Donc si le mec n'est plus là, l'agence restera là. Donc il faudra bien que quelqu'un paye. Donc il y aura la RC Pro du mec et elle se dédouanera et rebasculera sur. C'est le principe des assureurs. Donc rechallenger le conseil, rechallenger un peu les diagnostiqueurs qu'on a déjà. Et le tarif, arrêtez de voir les tarifs. Parce que franchement, on est sur des tarifs très 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 bas. Ok. Tu as eu à peu près 100 euros au lieu de 250 ? C'est-à-dire que, on va être autour, un bon diagnostiqueur et un discount un peu moyen, on va être autour, maximum, tu as un delta entre 100 et 150 euros, c'est pas... Ok, donc on n'est pas à ça près... Il est énorme. Il est énorme. Ouais, parce qu'on parle de responsabilité, donc tout à fait aligné. Oui, c'est pas du tout... Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut remettre à la valeur. Quand je prends des photos, je vais venir un photographe, je ne minimise pas le travail du photographe, mais si lui facture 150 ou 200 euros, il n'aura pas de procédure derrière, lui. Non ? Ouais, non, c'est clair. Au pire, on va dire, tu as fait des mauvaises photos, tu peux le refaire. Au pire, tu demandes à l'IA de les refaire. Au pire, tu peux faire améliorer par l'IA, mais tu ne vas pas finir au tribunal parce que tes photos n'étaient pas bonnes. L'impact, donc, faut remettre un peu sa juste valeur. Même si ça devrait, des fois. On voit des belles photos de toilettes sur des annonces immobilières, ça faut arrêter. Ouais. On le voit beaucoup, ça. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours le meilleur choix. Mais non, c'est pas le meilleur choix. Non. Alors, merci pour toute cette valeur, Olivier, tout ce que tu nous as apporté. C'est génial parce que les agents immobiliers vont pouvoir prendre tous ces conseils et essayer de les appliquer en tout cas et d'être encore mieux, de conseiller encore mieux leurs clients. Et j'aurais une dernière question pour toi. Une question, donc j'aimerais, si tu as un cas d'usage ou un conseil ou une citation, je ne sais pas, mais quelque chose que tu n'as jamais dit encore dans les médias ou sur LinkedIn. D'ailleurs,
Petite parenthèse, ton LinkedIn est assez incroyable. J'encourage les agents immobiliers à te suivre. C'est Olivier Dusselier, tout simplement. Oui. Sur LinkedIn, tu fais des posts hyper travaillés, hyper recherchés. On voit qu'il y a un peu d'IA, mais c'est pas de l'IA copier-coller, emoji, Non, machin. l'IA, c'est juste pour la correction. Ouais, c'est un J'adore vrai écrire. travail de fond. Et c'est vrai que c'est agréable de lire quelque chose de recherché avec une vraie structure. Et c'est toi qui structures tout ça, j'imagine. Oui. Et ça apporte beaucoup parce que tu vas aller parler d'un sujet de DPE qui au début n'est pas forcément quelque chose qui va attirer l'attention, mais avec le visuel, avec l'axe, avec l'humour, je trouve que c'est quand même pas mal de se tenir informé des nouveautés et de prendre des réflexions sur la profession en t'écoutant sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Et en plus, j'aime bien l'immobilier en général. T'as vu, Ouais, je fais oui, pas oui, c'est que le large, DPE. bien sûr. C'est très large. L'immobilier me passionne, donc c'est Ouais. tout un tas de sujets immo. Donc pour cette dernière question ensemble, est-ce que tu peux me donner une anecdote ou un cas d'usage ou quelque chose que tu n'as jamais dit sur les réseaux sociaux ou dans les médias? Alors oui, je ne l'ai jamais écrit sur LinkedIn. Et je dis, pour moi, la bonne réflexion, c'est un bon diagnostic vaut mieux qu'une autopsie. Ok. Pourquoi? Et parce que l'électricité, le gaz, l'amiante, tout ça, on considère que c'est inutile. Enfin, c'est comme un passage obligé, comme si on faisait un contrôle. Non. Toutes les 2 minutes en France, depuis qu'on a commencé le podcast, il y a à peu près une vingtaine d'incendies électriques. Okay. Donc un incendie, ça peut avoir des morts. Ouais. Et c'est à peu près en moyenne, c'est un incendie électrique toutes les 2 minutes. Ouais. Pourquoi? C'est pour ça qu'on fait de l'électrique. Les intoxications au gaz, c'est à peu près 2 ou 3 000 par an. C'est de la prévention au final. Oui, voilà. Donc, puis le gaz, bon, là, c'est qu'une intoxication. Quand ça saute, tu meurs. Ouais. Hein, il y a des autopsies derrière. Des dizaines, voilà, il y a des autopsies pour savoir comment ça s'est passé. Ouais, et plus les pompiers qui risquent leur vie aussi, il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. Donc ça c'est important, l'amiante ça tue des milliers de personnes par an. Ouais, sur le long terme en plus. Ça, voilà. Le plomb, alors le plomb dans les peintures, c'est surtout les jeunes enfants de moins de 6 ans. Donc parce qu'il faut savoir que le plomb, alors pourquoi il ne faut pas que ça s'écaille et tout, c'est que le plomb c'est très très sucré. Ok. Donc ça a un très bon goût. Donc un petit écaille de peinture, etc. Sauf qu'on l'ingère, ça s'efface pas. Donc ça fait des handicapés. Okay. Ah oui. Ah oui, ça attaque le cerveau. Donc voilà, c'était de situer un peu les diagnostics, c'est pas juste du détail. Oui, c'est parce que le jour où il y a un problème derrière, c'est un problème. Sûr. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, un collaborateur, c'était à Cambronne, dans le 15e. La dame a dit, c'est bien, c'est tout neuf, on l'a refait en 78. Bon, 78, ça date, hein, bon. Mais pour elle, c'était encore neuf. Ça a brûlé pendant l'été. C'est-à-dire, entre le moment du mandat et le passer l'annonce, ça a pris feu. Ça a pris feu parce qu'elle n'a pas voulu... Non, mais pour elle, c'était rien. Et des fuites de gaz, comment dire, des plaques de cuisson avec des tuyaux en caoutchouc qui sont périmés depuis 20 ans, avec des microfuites et tout. Donc, c'est pour ça que le diagnostic, il faut du temps. Et c'est pour ça aussi que considérer que le DPE, c'est que de la valorisation, parce que ça a mon impact sur mon prix, c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et aussi, ça peut être un conseil dans le sens, pour les agents immobiliers qui sont au contact des particuliers et les mandataires, peut-être de faire de la prévention, même si une personne vient pour une estimation, finalement elle ne va pas vraiment le mettre en vente, quand même leur conseiller de faire un diagnostic, ça pourrait peut-être les aider à éviter des gros travaux plus tard, ou peut-être à faire une explosion chez eux parce que le gaz est un peu douteux, ou parce que les fils dépassent et que ça peut être quand même dangereux. Là on parle de vendeurs et acquéreurs, donc c'est pour ça tant qu'il y a s'il y a un problème, de toute façon l'acquéreur il conserve son assurance jusqu'à la finalité. Par contre les agents IMO qui font aussi de la loc, là ça change de donne. Parce que si c'est le locataire qui décède ou qu'un... C'est la responsabilité de l'agence. L'agence, le propriétaire, le bailleur sont un problème. Ok. On finit sur une note un peu triste, mais bon. Non, c'est pas triste. Non, mais c'est important de le dire. Un bon diagnostic vaut mieux qu'une autopsie. Oui, non, mais c'est important de le dire. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais il faut remettre un peu... Et les statistiques sont parlantes. On ne sait pas... L'église au milieu du village, voilà. Il n'y a pas que le DPE. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce dernier mot. Le mot de la fin était super inspirant parce qu'on n'en parle pas jamais assez de tous ces risques-là. Et j'espère que ça va résonner aussi chez nos partenaires, les agents IMO, enfin tous les professionnels, parce qu'on a aussi des notaires qui passent par le Bon Coin IMO. Et toutes ces petites notions, on n'est pas toujours au courant. Malheureusement, on est obligé de traiter tous les sujets un peu en surface parce qu'on peut pas être expert de chaque verticale dans la transaction immobilière. Mais c'est top de t'avoir eu avec nous parce que on sait que là on a la sainte parole en tout cas pour le diag. Donc merci beaucoup Olivier, c'était top. Merci Julien.
Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cet épisode du webcast de l'IMO, aujourd'hui sur le diagnostic et la rénovation énergétique avec Olivier Dusselier. N'hésitez pas à regarder sur LinkedIn Le Bon Coin IMO, donc tous les anciens épisodes qu'on a pu avoir, mais aussi les futurs, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et évidemment, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre la communauté du Cercle de l'IMO. Donc c'est une communauté de professionnels de l'immobilier avec qui voilà, on leur pose beaucoup de questions, on leur donne aussi des études, on prend un peu les remontées terrain, c'est hyper important pour nous et pour pouvoir traiter les sujets qui vous intéressent. Donc j'espère vous voir très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.